Et si on regardait les conflits mondiaux différemment? Pas seulement avec des cartes et des stratégies militaires, mais à travers un bilan financier. C'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Décortiquer la guerre et la paix comme une énorme affaire de coûts et, bien sûr, de profits. Voilà la question qui fâche. La question centrale de notre analyse. Parce que, soyons clairs, derrière chaque décision stratégique, chaque traité, chaque déclaration, il y a très souvent de puissantes motivations financières. Des motivations qui peuvent complètement changer l'issue d'une guerre et même la nature de la paix qui s'ensuit. On va donc ouvrir ce fameux bilan géopolitique. D'un côté, on va mettre la colonne des pertes, des coûts, de tout ce qui est un passif. Et de l'autre, celle des gains, des profits, des actifs. Allez, on commence ce décryptage. Premier cas d'école, la guerre en Ukraine. On va voir comment différents acteurs, avec des stratégies très différentes, essayent d'inscrire des actions dans la colonne des profits de ce bilan pourtant si tragique. Alors accrochez-vous, un plan de paix datant de l'ère Trump a refait surface récemment et il propose une approche radicale. L'idée, ce n'est pas juste de faire taire les armes, non, c'est de transformer la paix elle-même en une gigantesque transaction commerciale. Un deal en somme. Cette citation de Steve Witkoff, l'un des cerveaux du plan, résume parfaitement la philosophie. En gros, l'idée c'est que si on rend tout le monde riche, si l'économie tourne à plein régime pour tous les acteurs, ça devient le meilleur rempart contre une nouvelle guerre. Pourquoi? Parce que tout le monde a quelque chose à y gagner et donc beaucoup trop à perdre. Et quand on regarde les détails, l'ampleur est juste stupéfiante. On ne parle pas de petits arrangements, non. On parle d'utiliser 300 milliards de dollars d'actifs russes gelés pour la reconstruction, d'exploiter ensemble les richesses de l'Arctique, de relancer des monstres énergétiques comme Nord Stream, et même d'aller sur Mars ensemble. C'est carrément une proposition de réintégration économique totale. Et voilà le point crucial, le fine print du contrat si on veut. Au-delà de la paix, l'objectif stratégique, il est purement commercial. Donner aux entreprises américaines un accès VIP à l'économie russe en grillant la politesse aux concurrents européens. C'est de la géopolitique version l'art du deal. Bon, cette approche de la paix comme un business, c'est une façon de chercher le profit. Mais on a une autre, complètement différente. Au lieu de choisir un camp ou de vouloir négocier la fin du conflit, certains acteurs, comme l'Inde, ont fait un calcul intéressant. Et si la neutralité était en fait la meilleure affaire? Cette stratégie, elle repose sur un concept clé, l'autonomie stratégique. Attention, ce n'est pas de l'indifférence. C'est une politique très active qui consiste à refuser l'alignement pour garder les mains libres et pouvoir discuter et négocier avec tout le monde, toujours en fonction de ses propres intérêts nationaux. Et le résultat est assez spectaculaire. Les États-Unis, qui ont peur de la voir basculer vers la Chine, mettent de l'eau dans leur vin. La Russie, reconnaissante, lui offre du pétrole pas cher et un rôle de premier plan. La Chine essaie de la séduire. Et même les alliés occidentaux se montrent très compréhensifs. Bref, l'Inde est littéralement courtisée par tout le monde. En résumé, en gérant son bilan géopolitique avec une habileté redoutable, l'Inde a réussi à faire grimper en flèche son capital diplomatique et économique. C'est sans doute l'un des grands gagnants de cette redistribution des cartes mondiales. Allez, on change de décor. Si la guerre en Ukraine nous a montré comment on peut chercher le profit dans un conflit en cours, la situation de Taïwan, elle, nous éclaire sur l'autre côté du bilan, les coûts préventifs. Qu'est-ce que ça coûte d'essayer justement d'éviter une guerre? Ce chiffre est au cœur de tout. 1250 milliards de dollars taïwanais, c'est le budget de la défense qui est sur la table. Et il divise profondément le pays. Parce que c'est une dépense absolument colossale. La question qui se pose est simple. Est-ce un investissement vital ou une dépense qui va ruiner le pays? Cette phrase, lancée par une personnalité médiatique locale, Dong Xisen, elle est brutale, mais elle résume parfaitement le cœur de la critique. L'argument, c'est de dire « cet argent, il ne fait qu'enrichir le complexe militaro-industriel américain sans garantir notre sécurité, et pendant ce temps, on ne l'utilise pas pour d'autres choses plus urgentes. » Et les critiques, elles sont très précises. On ne parle pas seulement des bénéficiaires étrangers. On pointe aussi des problèmes très concrets. Par exemple, des retards de livraison énormes pour des chasseurs F-16, déjà payés en grande partie. Ou encore ce décalage fou entre les milliards dépensés pour le matériel et le manque d'investissement pour les soldats eux-mêmes. Tout ça nous amène au dilemme stratégique fondamental de Taïwan. D'un côté, acheter à l'étranger. Ça veut dire être dépendant des autres, vider ses caisses. C'est une charge, un passif dans notre bilan. De l'autre, construire sur place. Ça, c'est créer sa propre industrie, ses compétences, garantir ses approvisionnements. C'est un véritable actif stratégique. Mais le ticket d'entrée, le coût de développement est monumental. Et l'histoire des sous-marins taïwanais, c'est l'illustration parfaite de ce dilemme. Pendant des décennies, le pays a essayé d'acheter. Aux Pays-Bas d'abord, qui ont vendu 2 fois, puis ont été bloqués politiquement. Aux États-Unis ensuite, qui ont promis une vente qui n'a jamais eu lieu.
Face à ces échecs répétés, la décision de construire soi-même est devenue une évidence, une nécessité. Et voilà la conclusion de ce cas. L'indépendance stratégique, le fait d'inscrire un véritable actif de souveraineté à son bilan, ça exige un investissement financier et politique qui donne le vertige. C'est le prix exorbitant à payer quand on décide qu'on ne peut compter que sur soi-même. Bon, il est temps de faire les comptes, de dresser le bilan final de tout ça. En regardant les cas de l'Ukraine et de Taïwan, on voit se dessiner plusieurs grandes leçons sur la façon dont le business et la finance sont en train de redéfinir les règles du jeu international. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Premièrement, la guerre crée des marchés. Deuxièmement, la neutralité peut être une source de profit diplomatique incroyable. Troisièmement, se défendre seul coûte une fortune. Et enfin, et c'est peut-être le plus troublant, la paix elle-même est de plus en plus vue non pas comme un idéal, mais comme un produit, une transaction où chacun cherche son retour sur investissement. Et ça nous laisse avec une question fondamentale. Si chaque aspect de la guerre, et même de la paix, est inscrit dans un bilan, calculé en termes de gains et de pertes, que devient la valeur de la vie humaine dans tout ça? Dans un monde où tout semble devenir une transaction, quel est au final le véritable prix de la paix? C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse.